Voilà, les jeunes lecteurs devant, c'est bien. Peut-être pas toujours à ce point devant à l'école, je ne sais pas. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce que les auteurs qui ont accepté l'invitation de notre temps font le bonheur des lecteurs, mais ils font aussi le bonheur des libraires, des distributeurs, des diffuseurs, des bibliothécaires et évidemment des éditeurs. Et puis aussi ils font le bonheur de la presse parce que on est toujours content de parler des livres qui rencontrent un public et de ne pas seulement défendre à contre-courant les livres oubliés. Éric Giacometti et Jacques Raven, vous êtes co-auteurs d'une série de livres dont le héros récurrent est Antoine Margas. Didier Van Kovler, vous êtes un auteur qui est un des rares auteurs à pouvoir se targuer d'avoir voulu abandonner la littérature à l'âge de 10 ans. C'est quand même suffisamment exceptionnel et savoureux pour qu'on le raconte en gros à chaque fois qu'on parle de vous. Moi c'est la première fois, alors je ne m'en prive pas. Et vous allez publier le mois prochain, je crois, le 5 avril, chez votre principal éditeur, Albin Michel, Double Identité, qui est aussi un livre, je dis aussi parce que c'est le cas pour les premiers auteurs que je vais citer, un livre de mystère et de rebondissement. Et puis Mireille Calmel, vous avez plusieurs héros et héroïnes récurrents, mais Aliénor est peut-être la plus... votre favorite? Alors, je sais pas, mais en tout cas une de mes préférées. Oui. En tout cas une de vos préférées. Et je montre aussi le tout nouveau roman, Aliénor, l'Alliance brisée, qui fait suite à deux autres en fait. Donc on a des auteurs de pavé, comme on dit. Peut-être que les lecteurs estimeront pour cela que l'arrivée du livre de la liseuse électronique est une bonne nouvelle, mais je ne suis pas sûre. Peut-être oui, peut-être non. Et puis un auteur plus fréquent, Didier Van Kovler, vous publiez parfois un livre par an, parfois plus. Je crois que vous avez un autre livre encore pour 2012, outre celui-ci. Non, celui-là paraît le 5 avril, le précédent était sorti en octobre. Le journal intime d'un arbre, oui. Donc des auteurs extrêmement prolixes. Alors, nous sommes réunis avec l'idée d'aborder la question des générations, et c'est vrai que nous avons lancé cette invitation à ces auteurs en particulier parce que nous pensions qu'on ne peut pas être des auteurs à ce point confirmés, c'est-à-dire qui en sont déjà à leur 10e voire 40e livre, et avec un tel succès, sans avoir rencontré dans ce très large public des auteurs jeunes qui sont déjà des amoureux de la littérature, mais aussi des auteurs mûrs ou beaucoup moins jeunes qui ont suivi, des lecteurs qui ont suivi ces auteurs depuis le début. Je voudrais commencer par vous, Didier Van Kovler, tout simplement parce que vous êtes celui qui a... Je suis le doyen. Oui, c'est ça, exactement. Exactement, c'est d'ailleurs un point commun entre vous tous, non pas d'être doyen, mais d'être de la même génération, à vraiment très peu d'années près. Vous êtes des auteurs qui frisaient les 50 ans ou qui venaient juste de franchir le cap, mais vous êtes le doyen parce que... Ou qu'il était frise. Vous êtes le doyen parce que vous avez publié votre premier ouvrage à 21 ans, après 13 ans d'efforts infructueux. Et donc, ce que je voudrais vous demander, c'est pas trop le côté prodigieux, bien qu'il existe, mais plus ce qui reste de vous, écrivain, auteur, de cette enfance bouillonnante et fertile. Alors d'abord, il n'y a rien de prodigieux pour moi. C'est l'envie tout à coup à 8 ans, 7-8 ans, au moment où j'apprends à écrire à l'école, je me dis mais les mots servent à raconter les histoires, comme je le faisais avant avec les petits soldats, les voitures, les ours en peluche. Tout à coup, les mots vont servir à créer des personnages, à raconter des histoires et à aller toucher un public inconnu.
tout à coup, je me dis, mais ça va être ça, ma vie, c'est formidable. Donc, ça n'a rien de plus exceptionnel qu'un môme qui a envie d'être aviateur, pompier, joueur de tennis, qui commence le piano à 7 ans. Et c'est une question de densité, d'évidence et d'effort et de travail. C'est l'écriture, c'est faire des gammes, c'est s'entraîner au foot, c'est vraiment la même chose. Pour que ça devienne naturel, alors qu'au départ, c'est totalement une chose à créer et qui a besoin de vous. Donc, vous me demandiez, c'est vraiment une question cruciale pour moi, enfin, la réponse est fondamentale. Qu'est-ce qui reste de ces années-là chez moi? Je dirais tout. C'est-à-dire que l'enfant écrivain que j'étais est toujours aux commandes de l'adulte que je suis devenu. C'est-à-dire j'ai un peu évolué, heureusement, et j'ai pas changé. J'écris toujours pour les mêmes raisons. J'essaie toujours de changer le monde, de l'oxygéner par l'humour, par le surnaturel, d'essayer d'apporter du plaisir et de la perturbation et des énergies dynamisantes pour mes lecteurs. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'écrivais à 8 ans et aussi par insatisfaction de la réalité et des chemins tracés que la vie, la société ou l'école tentent de nous imposer dès le début. Donc ces raisons sont les mêmes. Et je pense que je ne suis pas le seul autour de cette table. Vous savez, l'écriture est une réponse et une question à la fois. Et jamais la réponse ne va faire taire la question. Parce que vous n'arrêtez pas de répondre à un désir, à un besoin de créer. Ça vous pose toujours la question, mais pourquoi est-ce que je ne me satisfais pas du monde? Et puis le monde étant de moins en moins satisfaisant, ça ne fait qu'à vous remettre au travail sans cesse. Et Dieu merci, les réponses qu'on essaie de transmettre n'assèchent pas les questions qu'on continue à se poser et qui fait qu'on est toujours en activité. Vous-même, la question, je dirais, je devrais la transformer un petit peu. Vous étiez lycéens ensemble? Oui. Et donc, c'est déjà pas mal. Bien, que vous soyez tout le temps les mêmes réponses. C'est déjà pas mal. Donc la question, c'est qu'est-ce qui reste? J'imagine qu'il y a une espèce de choc d'adolescence dans votre amitié et que vous entretenez à travers l'écriture commune. En fait, avec Jacques, nous nous sommes rencontrés à Toulouse, à la cour du lycée. Il se trouve que j'avais une tare énorme à Toulouse, je n'aimais pas le rugby. Et quand on est un garçon à Toulouse, ne pas aimer le rugby, déjà, ça vous met dans une certaine catégorie. Bon. Et quand tous les potes parlaient rugby, moi j'étais là et je lisais ces livres. C'était la collection J'ai lu l'aventure mystérieuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces petits bouquins où on parlait d'alchimie, de Templiers, de Cathare, de Graal. Et j'étais fasciné, littéralement fasciné par toutes ces histoires qui contrastaient avec la grisaille de mon quotidien. Jacques, un jour on se retrouve, on ne se connaissait pas et on se voit et on s'aperçoit qu'on lit les mêmes livres. Et cette amitié naît, on se dit tiens, on croit à certaines choses. Un an plus tard, on part à Montségur pour essayer de trouver le Graal à 17 ans. 2 ans plus tard, on part à Rennes-le-Château après être allé en bibliothèque pour essayer de trouver le secret de la Bessonnière. Bref, à l'époque, on était vraiment immergés à moitié dans le réel, puisqu'il fallait suivre ses études, et à moitié dans un univers plus ésotérique, plus fantastique. Et notre amitié, elle s'est passée à l'ombre des châteaux cathares. Personnellement, j'aurais aimé que ce soit une très jolie fille qui lise le petit bouquin rouge que j'y lisais aussi, mais bon, ça a été un garçon et on a fait des bouquins ensemble. J'aurais pu me marier. Vous voyez, la vie quand même peut avoir comme ça des effets possibles assez intéressants. Mais à la question, oui, pourquoi en fait on s'est mis à écrire, c'est sans doute parce qu'on vit sur l'échec du mythe. Tout simplement, à un certain moment, nous n'avons pas trouvé ce qui, dans notre adolescence, provoquait notre imagination. Moi, je me rappelle très bien avec Eric, avoir dans une grotte avec ce qu'on appelait à l'époque une colle à frire, c'est-à-dire un détecteur à métaux, être rentré tout au fond d'une grotte, avoir entendu au dernier moment, accroupi par terre, un petit tic-tic qui signifiait qu'il y avait du métaux ferro là-dessus. Je vous assure que dans l'instant, quand on a 17 ans, on est vraiment convaincu que le trésor du Graal est là. On a creusé, et ce qu'on a retiré, c'est une capsule de Coca-Cola. C'est comme ça qu'on est écrivain. Bon, le raccourci est un petit peu rapide, mais la base est là. Oui, mais est-ce qu'il reste aujourd'hui dans votre couple d'écriture Duo, s'il vous plaît. Duo d'écriture, tiens. Est-ce qu'il reste...
n'oubliez pas que les francs-maçons, il est extrêmement rigoureux, c'est bizarre ces gens-là. L'esprit étroit, etc. C'est connu. Est-ce qu'il reste dans votre duo d'écriture quelque chose de l'émulation adolescente? Est-ce que vous avez envie de vous épater l'un l'autre, par exemple, quand vous travaillez ensemble? Alors, je pense que s'épater, ça serait non, je pense pas. Mais en revanche, il y a toujours, on en est au 8e bouquin maintenant, il y a toujours cette espèce de fraîcheur, de la surprise. C'est-à-dire que mon co-auteur écrit les parties plus contemporaines, j'écris moi-même les parties plus historiques, et je dois avouer que, à tous les chapitres, bien sûr, ça va de soi, mais vraiment, de temps à autre, on est surpris l'un et l'autre par notre capacité imaginative, c'est-à-dire dans des sujets qui sont quand même rebattus, être capable là encore de pouvoir leur trouver une signification, je dirais, favorable. Tant que cette fraîcheur de l'imagination durera, je pense qu'on écrira. Voilà. À vous, Mireille, je voulais demander, si vous voulez en parler, mais vous êtes très, très explicite là-dessus sur votre site, ce qui reste de deux éléments qui m'ont touché en lisant l'histoire telle que vous la racontez, de la petite fille douloureuse et exclue par une longue hospitalisation que vous avez été, et aussi du très long chemin et de la longue bataille qu'il a fallu mener pour être admise dans le cercle des écrivains, c'est-à-dire vraiment gagner sa place de haute lutte en démontrant ses talents peut-être plus qu'aucun d'autres. Je crois les mêmes choses que ces messieurs en fait, parce que moi aussi à une époque je me suis baladée avec le petit détecteur de métaux et comme vous disiez, j'ai commencé à écrire, j'avais 8 ans effectivement, avec ce sentiment que tant que j'écrirais je ne mourrais pas, donc il y avait cette urgence de vie, cette certitude qu'il fallait impérativement s'accrocher à une bouée, et la bouée pour moi ça ne pouvait être que l'écriture, je ne sais pas pourquoi, donc, cette certitude-là, très tôt que j'étais une raconteuse d'histoire, mon premier roman, il fait 300 pages, j'avais 11 ans, voilà, donc le deuxième, j'en avais 15, et il est paru en auto-édition, mais il en reste, oui, tout, et en même temps, une part de victoire. Une part de victoire d'abord parce que je suis toujours là, malgré les épreuves de la vie, et malgré cette maladie, enfin ces maladies qui ont fait que je me suis battue contre la mort à plusieurs reprises, déjà. Et donc la victoire du 13e livre, se dire tiens voilà on en est là aujourd'hui, et puis le sentiment que de toute manière j'étais née pour ça, j'étais née pour raconter des histoires, pour me raconter des histoires, pour chaque matin me lever avec l'envie de donner cette part de lumière et d'espoir aux gens qui, comme moi, à un moment donné, se sont retrouvés dans un espèce de trou noir et qui se sont accrochés à un livre pour se donner la nécessité de continuer. Et quand ça m'arrive d'avoir des courriers, parce que ça m'arrive souvent, de gens qui me disent vous avez permis que je retrouve la force de demain, je me dis voilà, je sais d'où je viens, je sais pourquoi je suis là, et je sais pourquoi je vais continuer. Voilà. Si on parle de génération, est-ce que je peux vous demander, Mireille Calmel, quel rôle ont pu jouer les générations au-dessus de vous dans ce goût de l'histoire, cette façon de penser que les personnages d'il y a 500 ans ont vraiment vécu, ou 800 ans, ont vraiment vécu, qui a incarné ces siècles passés pour vous? Un peu tous les romanciers, pas seulement les historiens, parce que j'étais pas, après j'ai fait ma scolarité en Nancy et à travers l'école par correspondance, donc c'est pas comme ça que vous apprenez l'histoire, c'est pas comme ça que vous apprenez les maths non plus d'ailleurs, hein. Mais vous apprenez des dates, vous apprenez des chiffres, parce que les dates ne sont jamais des chiffres, à un moment donné, ce sont des nombres, ça ne vous parle pas, et les personnages, quand vous recevez un cours et que 3 semaines après vous en recevez un autre, ça n'a aucune réalité. J'ai pas eu la chance d'aller dans un lycée où vous avez un prof suffisamment formidable pour vous donner ce sens-là, ce goût-là. Donc en fait, j'ai vraiment découvert l'envie de raconter l'histoire dans l'histoire à partir du moment où je me suis installée dans le Blayais
donc petite ville, petite commune du Bordelais, où je suis tombée comme ça en amour, en admiration devant quelques ruines, les ruines d'un château, celui de Geoffrey Rudel, troubadour contemporain d'Aliénor, et où une fraction de seconde, je l'ai vu se dresser comme ça, droit devant moi, avec les gonfles au vent, la musique qui claquait, et ce sentiment qu'une part de vérité était en moi, parce que, je sais pas, j'avais touché quelque chose, j'étais revenue sur ma terre, alors que je n'étais pas originaire de l'endroit. Et brusquement, cette histoire que je n'avais jamais vraiment appréhendée, que je ne connaissais pas, est devenue quête du Graal. J'ai eu envie de comprendre, j'ai eu envie de chercher, et en essayant de comprendre et en cherchant, ben, je l'ai trouvé mon Graal. Puisque ça a été le lit d'Aliénor et que quelque part, ben voilà, il a eu ce succès qui brusquement m'a fait un nom, qui brusquement a fait que ben, j'étais plus toute seule à savoir que j'étais un écrivain. Voilà. Très jolie définition. Didier Van Coevelaer, est-ce que vous pouvez nous dire, non pas, je ne pensais pas nécessairement aux écrivains, même si votre réponse est belle et complète, mais votre père, des jeunes adultes de votre famille, quel est le conteur, ou quels sont les conteurs autour de vous qui vous ont fait croire aux histoires que vous alliez pouvoir raconter? C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un père qui, dès le biberon, et c'est pas une image, c'était pas un biberon, j'étais allergique au lait, mais c'était la phosphatine qu'il me donnait le matin en me racontant des histoires à un âge où normalement les enfants sont censés ne pas comprendre. Or, l'empreinte était déjà l'empreinte de l'imaginaire, de l'humour, de la provocation, il me faisait des feuilletons du style Pierre Dac, avec une suite chaque jour. Et je pense que ça a été un contre-pied, un contrepoids à la réalité très tôt. Par phénomène d'émulation, j'ai voulu aussi raconter des histoires, et je n'avais pas, en étant tout gamin, les moyens oraux, vocaux dont il disposait pour prendre différentes voix pour les personnages. Et donc quand j'ai découvert l'écriture, je me suis dit, mais je vais faire encore mieux, je vais raconter des histoires avec les mots. En plus, lui, il raconte ça devant 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Moi, j'en ferai des livres qui seront édités, qui iront toucher des milliers, des millions d'inconnus. Donc voilà comment j'ai construit, à partir de cette empreinte de l'imaginaire, qui en plus avait une résonance particulière, parce que les premières années de ma vie, j'ai connu mon père en souffrance constante. Il avait eu un accident de voiture l'année de ma naissance, avec une chose qui n'avait pas été décelée sur le moment, qui était une fêlure de la tête du fémur. Et il a eu jusqu'à 20 cm de différence entre les deux jambes, des souffrances constantes. Il y avait une seule chose, il ne se plaignait jamais, mais on le voyait souffrir. Sauf quand il racontait des histoires qui faisaient rire les gens. Donc très tôt, j'ai eu physiquement, émotionnellement, la preuve que le rire et l'imaginaire arrêtent la douleur. C'était plus fort que ça. Et ça, je m'en suis jamais remis. C'était, comme disait Mireille, cet état d'urgence. Il faut créer, il faut puiser dans l'imaginaire, raconter, faire rire, de manière à ne pas souffrir. Et moi, j'avais mal, pas physiquement, mais j'avais mal pour mon père. Et on partageait cette victoire sur la souffrance. Et je pense que c'est vraiment l'empreinte, c'est de là qu'est née la vocation, la nécessité d'aller au bout de cette vocation, et beaucoup plus que par les livres, que par la lecture des autres qui est arrivée ensuite. Pour vous, Éric Giacometti et Jacques Raven, on voit bien que vous cherchez à vous intéresser l'un l'autre. Jacques, c'est une des forces d'écrire à deux, c'est qu'on peut tester chez l'autre ce qui marche et ce qui fait avancer l'histoire. Mais vous avez aussi, comme les deux autres auteurs, un public extrêmement nombreux. J'aimerais que vous nous disiez comment ces contacts avec le public vous stimulent également. Et particulièrement, vous n'êtes pas venu seul, vous avez une histoire à nous raconter. Oui, voilà. Bon exemple. L'année dernière, au Salon du Livre, on est en train de dédicacer avec Jacques, et on voit arriver quelqu'un qui est présent ici, qui nous dit, bah voilà, nous, on aime vos bouquins, on les lit, et particularité, il y a la grand-mère, la mère et la fille, on est toutes les trois fans de vos bouquins. C'est la première fois que ça nous était arrivé, c'est là où on a compris, tiens, on a peut-être un public plus large qu'on le pensait, et donc elles sont là, ici présentes, donc il y a Claire et Claudine,
Et Pauline n'est pas là parce qu'elle bosse. On va déconner quand même, hein, il est lundi et Bien qu'il y ait quelqu'un qui travaille pour les et retraites. il se trouve que à l'époque, donc j'avais noté les coordonnées pour leur offrir le prochain bouquin, 7e Templier, et j'ai perdu ces coordonnées. Et on s'est fait interviewer par Bernard Lehu sur RTL et on a lancé un appel en disant voilà, j'aimerais bien retrouver la grand-mère, la mère et la fille pour leur offrir le bouquin. Elles ont envoyé leur contact à Feu Noir, ça ne nous est jamais arrivé, et on a mis un petit mot dans le bouquin à la fin. Je le lis. Allez-y. Oui. Oui, alors j'ai pas mes lunettes, moi, mais ça va. Oui, allez-y, très bien. Parents de génération. Un clin d'œil d'Éric à 3 lectrices rencontrées au Salon du Livre de Paris en 2011, qui avait la particularité d'être la grand-mère, la mère et la fille. Il a ajouté entre parenthèses. Éric a égaré le petit papier sur lequel avaient été notés les prénoms. Alors c'est amusant de penser qu'il y a des dizaines de milliers de gens qui ont peut-être lu ça et qui ont fini par se retrouver à un certain moment. C'est vraiment fascinant pour nous. Alors sur RTL, effectivement, il y a eu des coups de fil, mais c'était des imposteurs. C'était pas les vrais, donc voilà. Donc voilà, au-delà de l'anecdote, elles sont là, les deux qui s'y présentent. En fait, quand on écrit nos marcas, alors ça ne veut pas paraître vidéo, mais on ne pense pas à nos lecteurs. C'est-à-dire, on pense d'abord à nous, on se fait plaisir. Moi, j'écris les bouquins que j'aime lire. Moi, je suis un peu un enfant incestueux entre Belphégor et Bob Moran et peut-être un peu de Indiana Jones. J'ai toujours adoré cet univers-là, Mathilde et l'ésotérisme. Donc après, quand vous avez vos lecteurs qui viennent, et ben vous vous apercevez que vous avez des jeunes, des moins jeunes, de toute classe sociale, de toute couche sociale, et vous vous forgez ce lectorat, je pense, avec un dénominateur commun, c'est le goût de l'évasion, et peut-être le fait de se dire quand on vit dans une époque, tu l'as dit Didier, qui est de plus en plus dure, où le réel, tel qu'on nous le présente, n'est pas forcément exaltant. Moi, souvent, ce qui me revient, mes lecteurs disent ben voilà, vous nous faites rêver. Et si vous voulez, ça m'interroge parce que j'ai un double métier. Moi, je suis journaliste au Parisien, je suis service économie au Parisien. Mon job chaque jour, c'est de balancer des infos qui ne sont pas très sympathiques. Ça, c'est mon travail de jour. Et la nuit, ben, je suis ailleurs. Je suis dans un pays où le trésor des alchimistes existe, où le secret des Templiers peut se trouver au détour d'un château. Et je me dis qu'on a peut-être tous besoin d'avoir ces deux, fondamentalement, ces deux piliers qui nous soutiennent le réel et l'imaginaire. Et ce que je vais donner la parole à Jacques, qui lui est franc-maçon, peut-être il a une autre vision des choses, mais ce que je regrette dans notre société, c'est que, et particulièrement peut-être dans le monde médiatique, parce que j'en fais partie, c'est que l'imaginaire n'a pas encore acquis ses lettres de noblesse. Pour ma part, j'estime que les auteurs, les vrais auteurs qui puissent dans l'imaginaire, ne sont pas forcément reconnus comme d'autres auteurs qui seraient plus dans la littérature dite nombriliste. Et ça le don de m'agacer un petit peu. Tout à fait d'accord. Moi aussi. Vous vouliez ajouter quelque chose? C'est toujours très difficile de parler après un co-auteur parce que, vous savez, c'est la terre brûlée ensuite. Il ne reste plus que quelques graines à faire pousser. Non, je crois que Éric a souhaité réhabiliter le mot imaginaire. J'aimerais bien réhabiliter un autre terme cher à Pascal, c'est le divertissement. C'est qu'effectivement, moi j'ai fait d'assez longues études de lettres, j'ai été chercheur pendant pas mal d'années, et c'est vraiment un jour où j'ai compris ce que c'était que le pouvoir de la littérature. Quand un lecteur est arrivé, qui devait avoir à peine 10 ans de plus que moi, s'est assis et m'a expliqué qu'il était chef d'une petite entreprise dans le Rhône-Alpes. Il avait pas mal, je cite, d'emmerdement dans son boulot. Il a fermé, les guillemets. Il m'a dit, mon plaisir, c'est de prendre votre bouquin, de m'installer dans un siège, de décapsuler une bière et de lire votre livre. Et ce jour-là, je me suis aperçu que les 10 années d'études de fac que j'avais fait sur les théories littéraires, finalement, ne servaient pas à grand-chose. Le fondement de la littérature, ça sera toujours, excessivement, à la fois de faire comprendre, mais de faire comprendre en faisant rêver. Faire comprendre en faisant rêver, est-ce que, Mireille Calmel, vous pensez que l'école, le collège, le lycée aujourd'hui prépare convenablement les lecteurs de demain? Je dirais hélas non. Hélas non, d'autant plus que les nouvelles mesures visent même à supprimer une grande partie de la littérature au lycée et en tant que tel. Je vais vous citer un exemple. J'ai une amie qui est prof de français qui s'est fait inspecter il y a quelques semaines et qui avait proposé le CID à ses élèves en études. Et l'inspecteur lui a dit « Madame, vous êtes en train de faire de la littérature. » Elle lui a dit « Je suis professeur de littérature. » Il lui a dit « Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enfants s'amusent. »
à quoi elle a dit, mais attendez, expliquez-moi comment faire. Ah ben, c'est tout simple, vous faites prendre une feuille de papier à vos élèves, et vous leur faites marquer des idées, et vous leur faites commenter les idées et expliquer les idées. Elle a dit, mais attendez, je peux aussi travailler ça à partir d'une explication de texte. Et il lui a dit, ah oui, mais non, mais ça, madame, c'est de la littérature et c'est trop compliqué. Mais est-ce que... Ceci répond, je pense, à votre question. Oui, mais je vous demanderais volontiers d'être plus explicite. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, le langage de Corneille, l'alexandrin, les mots mystérieux restent un support à l'imagination autant qu'ils ont pu l'être dans les 20 ans, les 2 siècles de... J'aimerais, aujourd'hui encore, je pense que beaucoup d'élèves sont capables de s'ouvrir à cette littérature-là et de véritablement puiser, parce qu'on a Dumas, on a Victor Hugo, on a des belles images, on a tout ça, mais je me dis, est-ce que dans 20 ans, avec le langage SMS, seront ces gens-là simplement capables de lire nos livres d'aujourd'hui? Voilà, la question elle est là. Exactement. Je crois que c'est ça. Vous disiez tout à l'heure, la grand-mère, la fille, la petite-fille. Moi j'ai eu la grand-mère, la fille, la petite-fille et l'arrière-petite-fille. Donc c'est vachement sympa, quoi. C'est vachement sympa. Et c'est vrai que là on se dit, oui, ok, mais cette arrière-petite-fille qui a 9 ans aujourd'hui, elle n'écrit pas en langage SMS. Quand elle écrit des SMS, elle écrit les mots en entier. Et je me dis, elle est marginale, elle va être marginale. Parce qu'à côté d'elle, ses copines ne la comprennent pas quand elle envoie un texto, paradoxalement. Didier Van Kovler, excusez-moi. Je vous ai interrompu. Est-ce que vous allez dans les écoles à la rencontre des jeunes lecteurs? Oui. Et plus ils sont jeunes, et plus c'est intéressant. J'ai des lecteurs pour moyen, pour élémentaire, vraiment... c'est là qu'il y a les questions les plus intéressantes, les plus embarrassantes parfois aussi, parce que c'est naturel, je suis un raconteur d'histoire, je n'y vais que lorsque mes textes ont été lus, ou des extraits, en tout cas de manière à ce que le contact, à ce qu'ils me connaissent déjà et que puissent discuter. Et là, ça se passe formidablement, parce que sinon, si vous arrivez comme un martien pour expliquer son métier de martien, c'est pas intéressant. Il faut qu'il soit allé d'abord sur Mars pour comprendre, pour avoir envie d'approfondir. Et je suis très optimiste sur les nouvelles générations de lecteurs. Jamais j'ai eu de lecteurs aussi jeunes. Et pas uniquement lorsque j'écris la série Thomas Dream, qui est destinée, je dirais, prioritairement à la jeunesse, mais qui s'adresse à tout ce qu'il y a de jeunes lecteurs chez les adultes. Sur quoi vous parliez de transgénérationnel, ça, et il suffit de s'adresser à la part d'enfance ou d'adolescence qu'il y a dans chaque adulte normalement constitué pour toucher ça. Et en même temps, la part d'adulte, de futur adulte, d'adulte en construction qu'il y a dans tout jeune. Donc c'est en cela que tout le monde se retrouve. Vous aviez parlé de ces 3 générations, mais j'ai eu dans le même ordre d'idée une expérience formidable dans un salon du livre. C'est l'an dernier. Arrivent 2 jeunes, je dirais 12, 14 ans, faire signer le 2e tome de Thomas Dream et disant, donne les prénoms, c'est pour nos parents, pour Noël. Alors je cite, je suis ravi, et puis quelques temps après, arrive un couple qui fait signer le même livre en disant, c'est pour nos enfants, pour Noël, s'ils pouvaient mettre de la part de... Et là, ils me donnent les prénoms, et je fais le lien. C'était les parents. Et je me dis, je fais quoi? Parce qu'en même temps, il y a un fond d'honnêteté un peu idiote, en moi qui fait dire, mais quand même, ils achètent 2 fois le même livre dans cette famille, je vais peut-être leur dire, quoi. C'est à mon détriment, ça me fait louper une vente, mais en même temps, ils pourront découvrir un autre auteur. Et en même temps, une autre voix en moi qui dit, mais attends, si tu fais ça, tu vas priver cette famille d'un moment, d'un émerveillement de rire. Ils ont eu la même idée. Les enfants ont pensé faire plaisir à leurs parents, comme les parents pensaient faire plaisir à leurs enfants avec le même livre. Donc c'est formidable quand il vous arrive ça dans une vie d'auteur. Donc je n'ai rien dit. Et j'ai imaginé la découverte, l'échange des paquets à Noël. Et ça, ce sont
lorsque nos romans peuvent cimenter des liens dans une famille, c'est formidable parce qu'on ne le sait pas généralement. Il faut des accidents comme ça de la réalité, sinon il est rare que l'on voit nos lecteurs lire nos livres, ou parfois dans le train ou dans le métro. Mais sinon, tout ça se fait à notre insu, et puis les gens viennent après coup nous dire pourquoi nos livres les accompagnent, leur font